sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission par choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée au secteur de l'automobile, le secteur moto et toutes les nouvelles mobilités. Nous émettons depuis le restaurant-bar à Tapas, la terrasse SWI, immeuble Galerie Lafayette, vous le connaissez sûrement, puisqu'il est à Fort-de-France, bien sûr, et on surplombe la cathédrale de notre belle capitale. Je tenais à remercier toutes les équipes de la terrasse SWI, justement, et son boss Gérard, qui nous reçoivent dans ce lieu magnifique devenu mythique en plein cœur du centre-ville. Cette émission est réalisée par Label Web avec gtmag.fr. Elle est possible grâce à nos partenaires API Martinique, qui est le spécialiste des pièces détachées donc de notre île, Speedy Martinique, vos centres de réparation, Label Web, donc on l'a vu, et gtmag.fr. Nous avons le plaisir de vous proposer ce soir une émission autour des nouvelles mobilités, car nous recevons dans un moment Lucas Niédu, chargé de mission auprès de l'AVER Martinique, qui dépend entre autres de l'ADEME. Nous verrons qu'il préconise et pousse les nouvelles mobilités sur nos îles, la Martinique en particulier, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Nous recevrons dans le même temps Sébastien Gins, directeur de l'hôtel-bar-restaurant Le Bakoua, aux Trois-Îlets, bien connu, mais aussi président de Zidea, c'est un cluster du tourisme en Martinique. On verra ce que c'est exactement. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que ça regroupe en gros une centaine de professionnels adhérents, 80-100. Et Sébastien Gins, donc, qui, avec ses partenaires, pousse également les nouvelles mobilités pour son hôtel, avec entre autres des méharis électriques mis en place. Tout à fait. Donc on verra dans quel but, pourquoi des méharis. Enfin bon, voilà, c'est en plus une voiture un peu mythique quand même, on peut le dire. Il y a un capital sympathie, c'est sûr. Sur cette voiture-là. Donc nous allons voir aussi avec lui que la transition électrique mise en place dans son hôtel n'a pas été aussi simple que ça. On verra comment ça se passe globalement avec tes partenaires à ce sujet-là. Et puis j'aurai le très grand plaisir de recevoir Carole Hérault, thérapeute qui propose l'hypnose ericksonienne et la technique biofeedback. Nous verrons avec Carole qu'il s'agit d'une technique corps-esprit. Il ne s'agit pas d'une thérapie pour la seconde, non, mais d'un outil très intéressant pour capter des informations physiologiques de notre corps. Exactement. Donc là, ça demande vraiment des explications, on les verra avec plaisir tout à l'heure. Et on va voir que comme par hasard, il y a aussi un rapport avec le secteur de l'automobile. Et donc on va voir qu'avec ces thérapies, donc l'hypnose ou le biofeedback, ça permet de trouver des solutions et de guérir dans beaucoup de cas. Et on verra lesquels avec toi et avec un grand plaisir. Avec plaisir. Et puis comme tu n'es pas arrivé seul, c'était prévu bien sûr, nous aurons le plaisir de recevoir ta fille, Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. 19 ans, presque 19 ans. Oui. Mannequin. Et puis nous verrons de toute façon tout à l'heure, mais aussi des études en prépa pour devenir ingénieur. Donc on peut être belle, on peut être grande, on peut être mannequin et on peut être intelligente et avoir envie d'avoir des études presque techniques, j'ai envie de dire, dans l'ingénierie quand même. Exact, donc c'est... Je sais pas quoi dire. Non, mais c'est bien, c'est super. Et puis je disais que c'est une des rares fois où on reçoit quelqu'un d'aussi jeune dans l'émission, même si on a déjà eu une jeune chef d'entreprise, on le rappelait tout à l'heure avec Eric, qui avait quel âge, 15 ans, et qui créait son entreprise aussi. Bon, voilà. F. Diado. Alors on dit bonsoir aussi à Eric Rouget, bien sûr. Oui, bonsoir, on n'a pas été aussi bien noté que Carla, mais on est là. C'est vrai, effectivement. Bon, écoute, voilà, c'est ainsi. C'est comme ça. En tout cas, on est très content de tous vous recevoir et puis de démarrer cette émission. Donc, si vous êtes d'accord, on va démarrer avec notre ami Lucas Niédu, tout simplement pour reparler un petit peu de l'AVER. Et justement, à ce sujet, est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui nous écoutent, nous refixer un petit peu quel est le rôle de l'AVER aujourd'hui? Alors, l'AVER au niveau national, bien sûr, puis l'AVER au niveau local. Quelles sont tes attributions, tes chargés de mission? Alors, quelle mission finalement? Alors au niveau national, c'est vraiment l'association qui travaille sur les sujets de la mobilité électrique, principalement. Donc tout ce qui va être autour des IRVE, donc infrastructure de recharge, véhicules électriques. C'est eux qui impulsent toutes les aides qu'il y a au niveau des acquisitions de véhicules et de bornes. Après, sur le plan local, nous on a choisi d'être un petit peu plus large sur le champ d'action. On est vraiment sur mobilité durable. Donc on va être sur transition vers la mobilité électrique, mais aussi mobilité active, report modaux, donc vers le transport en commun. Donc un petit peu tout l'écosystème qui permet d'avoir une mobilité plus efficace. Alors l'AVER qui a été créée quand donc en Martinique? L'AVER elle a été créée en 2023 en Martinique. Elle a été impulsée par le comité PTME, donc Programme territorial de maîtrise de l'énergie, dans lequel il y a principalement les énergéticiens, donc EDF, le SMEM. Il y a également la CTM, l'ADEAL
la CCIM et Martinique Transport. Alors, pour que encore une fois, les auditrices, auditeurs, on savait que l'église allait sûrement sonner un petit peu, donc on va l'entendre, mais c'est pas très grave. Concrètement, donc, quel est le rôle de l'AVER en Martinique sur le terrain ? On voudrait essayer de comprendre ça concrètement. Quelles sont tes actions directes pour que les nouvelles mobilités s'installent véritablement ? Alors sur le terrain, principalement, ça va être d'accompagner les différents acteurs. Donc ça peut être les acteurs publics, type communes, EPCI, et même jusqu'à la collectivité. Donc les accompagner sur leur transition vers les mobilités plus propres. Et ça va être aussi faire beaucoup de sensibilisation et de formation, typiquement vers le grand public, les étudiants, ou alors différentes professions, donc dans le milieu automobile par exemple, ou dans d'autres entreprises. Alors donc, comment ça se concrétise ? C'est quoi ? C'est des actions d'initiation, c'est du lobbying aussi un petit peu quelque part finalement ? Pas trop de lobbying parce qu'on va on va pas mettre en avant des marques. On va pas mettre en avant des marques de voitures ou des marques de bornes. Non mais j'aurais pu dire lobbying vis-à-vis de votre action. Oui, à ce moment-là, oui. Mais pas envers la cloche va marques, s'arrêter, c'est sûr. Hein. Et pour le coup, concrètement, ça va être. Il y a plusieurs stades. Ça peut être des sensibilisations simples, c'est-à-dire parler du sujet. Oui. Ça va être plus vers les étudiants, le grand public. Et après, on va aller beaucoup plus dans le technique quand on va vers les collectivités. Donc, expliquer en quoi ça peut avantager de faire des transitions de flotte. Donc, passer d'un parc thermique à un parc électrique. Ça peut être aussi où installer les bornes quand elles souhaitent en installer dans la commune. Donc voilà, ça va être un petit peu tous ces champs d'action-là où on va les accompagner. Est-ce que tu te sens écouté par les collectivités justement en Martinique ? C'est qu'elles sont obligées de passer par là, parce qu'elles ont des obligations par rapport aux dates, je suppose. Alors il y a des obligations, il y a des collectivités avec lesquelles ça marche plus que d'autres. Donc ça va être après à la discrétion de chaque pouvoir en place. Mais globalement, on est plutôt, bien entendu, sur les accompagnements, ils sont plutôt preneurs de ça. Alors, justement, je te pose une question, moi, vraiment directe. Depuis que l'AVER est en place, tu nous as dit quelle période ? 2023. 2023, donc ça fait quoi ? Ça fait 3 ans, on peut dire maintenant, 3 ans, presque 3 ans ou 3 ans. C'est ça. Est-ce que tu vois une différence entre au moment où tu es arrivé sur le terrain et puis aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des évolutions, des avancées ? Quel est le bilan finalement que tu tires ? Peut-être un peu précoce là, mais... Je dirais principalement ça va être plus d'équipement en termes de bornes, donc il y a plus d'IRVE sur le territoire. Et après, on va avoir quand même un petit changement de mentalité qui s'opère sur les idées reçues par rapport aux véhicules électriques notamment. Donc quand j'ai commencé, c'était très... beaucoup de négatifs, donc il n'y a pas assez d'autonomie, ça ne fonctionne pas bien, etc. Maintenant, donc là on parle du véhicule électrique proprement dit, donc pas assez d'autonomie. Ce qu'on entendait habituellement, c'est-à-dire mais on est vallonné, il y a beaucoup de côtes, il fait chaud. Avec la chaleur, les batteries ne vont pas tenir. Donc voilà, on a pas mal d'idées reçues qui petit à petit quand même sont gommées donc, par le travail de sensibilisation. Et aussi, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent les véhicules, donc qui voient qu'en fait, c'est des idées reçues. D'accord, ok. Sébastien, tu étais au courant, non, tu n'étais pas au courant de l'AVER, tu connaissais l'ADEME ? Alors non, effectivement, je ne connaissais pas l'AVER. D'accord, et justement la question que je te pose d'ici là, est-ce que tu vas sur les entreprises de tourisme justement ? Est-ce qu'il y a des actions auprès des hôtels, puisque on a un directeur d'hôtel ? Au début de notre création, en fait, on a beaucoup été orienté vers le secteur public. Donc collectivités, communes, EPCI, etc. C'était peut-être un peu l'urgence finalement. C'était l'urgence et c'était surtout la vocation de l'association parce que le programme de l'AVER France Advenir, qui était un programme de formation, ne prenait pas en compte le secteur privé. D'accord. Donc forcément, on allait beaucoup moins vers les entreprises, mais de plus en plus, on va essayer aussi d'aller accompagner les entreprises également. Les entreprises. Alors, je vais poser une question à Carla, parce qu'encore une fois, je rappelle que Carla a presque 19 ans. Donc, elle est en train de préparer des études d'ingénierie. Tu as déjà une destination, donc tu sais à peu près c'est que tu vas aller dans quel type de... Là, dans l'immédiat, ce qui m'intéresserait le plus pour le moment, c'est le secteur de génie civil, pour les infrastructures publiques. Ouais. D'accord. Et justement, j'allais te poser une question. Alors non pas est-ce que tu connais l'AVER ou tu connais pas l'AVER, je pense que là, ça doit te passer un petit peu au-dessus. C'est normal, je veux dire, t'es pas dans une période où tu es peut-être intéressé à ça. Mais par contre, est-ce que les nouvelles mobilités, ça te parle ? Est-ce que les voitures thermiques rejettent beaucoup de CO2, de NOx ? Est-ce que l'électrique te parle ? Oui, parce que des amis dans mon entourage simplement sont très passionnés par les voitures, donc j'écoute forcément, je m'y intéresse également. Après, avoir un avis ou une position vis-à-vis de ça, pas forcément. Je pense qu'elle va être confrontée à ça quand elle va travailler dans le génie civil, puisque tous les engins de chantier vont commencer à passer à l'électrique ou à l'hydrogène. Donc
Avec les nouvelles normes, forcément, oui, il va y avoir des changements aussi dans pas mal de secteurs d'activité. Ouais. Alors bon, donc c'est normal, d'après Eric. Hein, c'est un peu plus tard que ça viendra, donc finalement. Ça arrive. Alors on va poser la question à sa maman qui est thérapeute. Est-ce que toi, tu as basculé dans la transition énergétique? Est-ce que avec quoi tu roules? Tu roules avec un véhicule classique? Tu as essayé de... Non, mais il n'y a pas de... Je me pose des questions parce que je roule avec un véhicule classique et avec une Jeep diesel qui consomme beaucoup, qui fait beaucoup de dégâts sur l'environnement. J'en ai conscience. Ouais. Et je commence c'est déjà un premier pas, non, il me semble. Oui, ça non, si je me tourne vers Lucas, non, c'est déjà un premier pas d'avoir conscience que sa voiture... Tout à fait, non, mais puis il n'y a pas du tout de jugement sur les pratiques de chacun parce qu'on sait que c'est compliqué. Même des personnes qui travaillent au sein de cet écosystème-là ne vont pas forcément être déjà à l'électrique. Ouais. Donc voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte, il n'y a aucun jugement là-dessus, il n'y a pas à se sentir coupable plus particulièrement. Alors on finit un petit peu avec toi, Carole, donc, je rappelle, qui est hypnologue. Donc tu dis oui, j'y réfléchis parce que j'ai l'impression qu'effectivement mon véhicule consomme beaucoup. Alors comment tu vois l'avenir en fait de ta mobilité? Oui, c'est que je vais être obligée, on n'est pas obligé, mais je me dis je peux pas avoir au quotidien une démarche qui est éco-responsable en faisant mon tri par exemple. Oui. Le tri sélectif, aller mettre mes petites bouteilles en plastique dans la poubelle jaune, faire attention à mes déchets même quand je consomme, quand je fais mes courses. C'est plutôt aller mettre des choses dans des sachets en papier craft que d'acheter des emballages plastiques. J'essaie de faire attention à tout ça. Et si je fais attention à ça, je me dis il faut être cohérent aussi et pouvoir réduire mon empreinte carbone en envisageant de m'équiper d'un véhicule électrique. Donc tu vois quand même que c'est un petit peu dans les consciences. Alors je me tourne vers Sébastien, avant qu'on parle de Zilea, avant qu'on parle de l'hôtel Bakoua et de ces fameuses Méhari qui nous intéressent beaucoup d'ailleurs. Ouais. Toi-même, personnellement, est-ce que tu as cette prise de conscience avec quoi tu roules déjà? Est-ce que tu roules avec du thermique? J'ai une prise de conscience qui s'accompagne de beaucoup de doutes. D'accord, très bien. Je m'explique. On parle de bilan carbone, très bien. Et ici en Martinique, il y aurait une logique implacable à dire que tout le monde roule en électrique. 100% des véhicules devraient être électriques, ça paraîtrait logique. C'est notre premier patrimoine. Moi qui travaille dans le tourisme, on parle du tourisme bleu, du tourisme vert, et se dire que tous les jours, à chaque fois qu'on se déplace, on pollue un peu plus, que ce soit le vert ou le bleu. C'est mon outil de travail, c'est notre patrimoine. Donc, et puis c'est notre santé, parce qu'on oublie la partie santé. C'est notre santé. Par contre, je me méfie quand même beaucoup du greenwashing aussi. Ouais. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui en Martinique, il y a à peu près 2/3 de l'électricité qui est produite par du pétrole. Donc on importe des tankers qu'on déverse dans l'usine de Bellefontaine pour créer de l'électricité. Donc on peut se poser la question de se dire, est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter un véhicule électrique sachant que l'électricité est produite avec du pétrole? C'est une question. C'est une vraie question et c'est une question que beaucoup de gens doivent se poser. On va se tourner vers Lucas, bien sûr, à un moment donné, c'est sûr. Mais il faut se rappeler aussi qu'aujourd'hui, EDF produit 25% d'électricité verte grâce aux fermes oui. Alors, solaires. Je suis entièrement d'accord et du coup, ça monte. Si tu veux, je regarde un petit peu ce que ça. Enfin, faut qu'il y ait une logique dans ce qu'on fait. Il faut juste chercher un petit peu plus loin que de dire. Il faut rouler avec une voiture électrique. Alors, c'est tout à fait l'objectif de la venue de Lucas Niedu qui va répondre à nos questions. Aux questions de Sébastien en particulier. À quoi ça sert? Puisque de toute façon, l'électricité est produite par le pétrole. Tout à fait. C'est un sujet qui est vaste, mais il y a plusieurs angles de réponse en fait. C'est toujours la question de est-ce qu'on met la charrue avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue. Il y a un verdissement de la production d'électricité qui est en cours. Donc, est-ce qu'on attend d'avoir une électricité 100% verte pour convertir le parc, ou est-ce qu'on fait les deux en même temps? Pour le coup, on pense que le fait de faire les deux en même temps, ça peut être valorisant. C'est un premier angle de réponse. Le deuxième, c'est que la centrale de Bellefontaine, c'est pas un moteur de voiture, donc c'est quand même très efficace. Et l'énergie qui est brûlée pour créer cette électricité-là fait qu'en fait, au niveau du rendement, le véhicule reste quand même plus vertueux qu'un véhicule thermique. Tu veux dire le véhicule électrique, bien sûr. Véhicule électrique. Donc aujourd'hui, on a fait l'étude de se dire qu'un véhicule électrique en Martinique, il a une empreinte carbone qui est inférieure à un véhicule thermique sur sa durée de vie. D'une ordre de 20 à 15%.
ce qui est beaucoup moins intéressant que dans l'Hexagone, où on est à 70%. Mais ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Mais il faut un début à quelque chose. C'est, on va dire, l'angle de réponse sur le côté écologique. Donc après, il y a tout l'aspect de recyclage des batteries. Comment est-ce qu'on les recycle? Pour le coup, c'est pas localement pour l'instant. Donc il y a cet aspect-là aussi. Mais le deuxième angle de réponse, c'est que là où c'est indéniable qu'il y a un gros avantage sur la conversion des parcs vers le véhicule électrique, c'est sur la santé et la qualité de l'air. Et là, pour le coup, c'est vraiment cet angle-là qu'on va appuyer auprès des élus, parce que pour la santé de la population, il y a une grosse amélioration au fait de rouler en véhicule électrique, parce que on enlève toute une partie des émissions qui sont nocives pour la santé. Alors, il y a une partie, je sais pas, ça a répondu un peu à ta question, Graham, malgré tout ? Ça a complètement répondu à ma question. Bon. Moi, il y a aussi un autre angle que j'aime bien regarder. Tu posais la question à Carla tout à l'heure, si elle était concernée par la mobilité électrique. On parle aussi de pas mal de mobilité douce. Et je sais que dans l'Hexagone, ça se fait beaucoup, parce que finalement, aujourd'hui, la plupart des grandes villes sont en train de fermer leur centre-ville, mettre en place... moi, initialement, je suis né à Strasbourg et je suis strasbourgeois. Capitale européenne, et il faut aussi savoir que Strasbourg est la première ville de France en termes de nombre de kilomètres de pistes cyclables. Donc j'aime bien me dire que c'est grâce à mes origines que c'est un modèle qui fonctionne, et aujourd'hui on voit que à Paris ou dans des grandes métropoles européennes ou en tout cas françaises, dans des grandes villes, en fait on sort les véhicules du centre-ville. D'ailleurs, il y avait des projets de ZFE, ce genre de choses, pour essayer de promouvoir en disant, mais si vous avez que 5 minutes, est-ce que vraiment vous ne pouvez pas le faire en vélo ? Est-ce que vous ne pouvez vraiment pas le faire en vélo à assistance électrique, en trottinette ? On parlait des jeunes, les adolescents. Il y a un véhicule qui est en train de faire un tabac dans l'Hexagone, c'est les Citroën Ami. Dans l'Hexagone, il n'y a pas qu'elle, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Mais je pense qu'ils sont pas loin d'être leaders du marché, où tu peux prendre un véhicule en leasing pour moins de 100 € par mois. Voilà, moi à mon époque, on avait des 103 thermiques. Oui. Aujourd'hui, les jeunes, ils gagnent non seulement en écologie, en sécurité et tout ce genre de choses. Donc cette mobilité douce, malheureusement aujourd'hui, en termes d'infrastructure en Martinique, je trouve que ça peine un petit peu, parce que aujourd'hui, en termes de pistes cyclables, je ne sais pas s'il y en a une seule. C'est compliqué à mettre en place ici, les pistes cyclables. On en a parlé souvent plusieurs fois. C'est déjà le relief et l'espace. Il manque pas mal d'espace pour créer les pistes cyclables. Donc, une fois de plus, on se tourne vers Lucas Niédu, puisqu'on touche à un sujet qu'on voulait voir un peu plus tard, mais c'est pas grave, on l'avance un peu. Ce manque d'infrastructures, en tout cas ces infrastructures naissantes, est-ce que finalement derrière, c'est pas un problème de volonté politique réellement ? Toi qui es sur le terrain concrètement, est-ce que franchement le politique suit la démarche de l'AVER, de l'ADEME, de l'AVER en général ? Malheureusement contraint d'aller dans votre sens sur le diagnostic par rapport aux mobilités douces. Donc il y a un manque d'infrastructures, et après au niveau de la volonté politique, c'est difficile de juger quelles sont les initiatives qui peuvent être mises en place. Parce que je rappelle que l'association l'AVER, donc, qui est une association loi 1901, qui a été créée le 9 mai 2023 exactement, elle a 7 membres fondateurs: la collectivité territoriale de Martinique, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique, donc l'ADL en fait, c'est ça, le Contact Entreprise, Électricité de France, le syndicat mixte d'énergie de Martinique, Martinique Transport, la Chambre de commerce, d'industrie et de Martinique. Est-ce que ce sont des gens qui ont fait de la défisque intellectuelle ? C'est-à-dire qu'ils se sont dit, oula, on crée une association, l'AVER, et puis comme ça on est tranquille, nous on pense à autre chose et on achète nos bus thermiques ? Ou est-ce que ces gens-là t'aident vraiment dans tes... C'est ça la question qu'on se pose en fait, tu vois. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a une volonté derrière vraiment ? Ils nous aident vraiment, il y a une vraie volonté, il y a une vraie impulsion qui venait notamment d'EDF et du SMEM, parce que ils avaient besoin d'un référent en termes de mobilité durable. Donc le référent, c'était l'association. Et après, en termes d'appui, la CTM aide à mobiliser les agents, faire de la sensibilisation auprès des agents. EDF, ils nous permettent d'accéder à tous leurs collaborateurs, et le SMEM également. Donc il y a vraiment une... Il y a quand même une... Mais quand même, ils ont fait le TCSP qui est finalement
pas ni électrique, ni à hydrogène, ni... Alors, il est hybride, le TCSP. Il est hybride, et puis il est arrivé dans une période où on n'était pas encore... pas tout à fait encore dans ce cycle dans une démarche qui était vraiment dans l'idée de... Donc ça peut encore évoluer. Mais après, Martinique Transport, ils sont en train de basculer leur flotte en partie vers de l'électrique. Exactement. Martinique Transport, qu'on va essayer de recevoir bientôt dans l'émission. Il y a des tests qui ont été réalisés. Et donc, ça va venir. Ça, c'est intéressant de savoir ça. Alors... Je vous rappelle qu'on a avec nous Sébastien Guins, on est très heureux de le recevoir, on le connaît bien, parce que donc on peut dire qu'il était aussi l'ancien directeur de Batelière et qu'on a fait des émissions grâce à lui chez lui, et on les a fait longtemps, 2 ans ou 3 ans, je sais plus. On a passé vraiment un bon moment. Alors directeur de l'hôtel bar restaurant Le Bacoua aujourd'hui, qu'on présente plus bien sûr à la Pointe du Bout, mais aussi président donc de Zilea, qui est un cluster du tourisme en Martinique. Alors je sais pas ce que c'est, on va voir, qui regroupe 100 professionnels adhérents. Donc ça, on a compris quand même que c'était une association qui regroupait l'ensemble des professionnels du tourisme, en tout cas en partie. Et puis, l'idée, c'est un groupement de professionnels dont le but est de dynamiser, d'améliorer, de rendre encore plus agréable l'expérience touristique en Martinique. C'est ça, c'est exactement ça, j'ai repris ce que vous disiez. Son objectif central est de fédérer les acteurs du tourisme martiniquais afin d'améliorer l'attractivité globale de la destination. Je trouve ça très très bien. Donc promouvoir, représenter et développer la filière du séjour touristique sur le territoire. Bien sûr. Donc c'est le but de l'association. Mutualiser les ressources entre adhérents et mener des actions communes à l'échelle du cluster. Fédérer un écosystème large, je reprends vos termes, hébergement, télé-résidence de tourisme, village de vacances, restauration, loisirs, activités sportives et nautiques, location de voitures, conciergerie. Et là, on sort de Zilea et rentre chez Bacoua. Et Bacoua, il y a 2 méharis électriques. donc ça marche. Alors effectivement, donc moi j'ai ces 2 casquettes-là. Effectivement, je suis directeur de l'hôtel Bacoua, qui est un hôtel 4 étoiles ici sur l'île bien connu. 240 chambres et avec lequel j'ai créé un partenariat avec un loueur de véhicules qui est Sixt Anti. Et donc on a mis en place un peu en test des méharis électriques qui sont... Il y en a une du coup orange. Tout de suite je t'arrête, Oui. Je me tourne tout de suite vers Carla. Carla, est-ce que tu connais les méharis? Méharis. Oui. Ah tu vois, 19 ans, elle connaît la méhari. C'est incroyable. C'est intemporel. Je connais les méharis parce que j'avais des amis que je fréquentais qui avaient la trentaine et qui avaient une méhari de collection justement. De collection, voilà. Parce qu'à la trentaine déjà, normalement, on n'est pas censé connaître les méharis déjà. C'est trop stylé. C'est trop stylé. En vrai, c'est super génial. Franchement, de faire un tour dans une méhari, j'ai franchement apprécié. Excellent. Ouais, alors c'est des méharis de nouvelle génération. C'est-à-dire c'est des rééditions c'est des méharis neuves, 100% électriques, mais avec des sièges qui ressemblent plus on est à mi-chemin entre le transat et le siège, complètement ouvert, décapotable, c'est très sympa. Ouais. Alors, tout de suite, tout le monde est témoin ce soir, je te fais une proposition. Tu vois, est-ce qu'on peut venir faire l'essai de la méhari électrique? Mais bien sûr. Eh ben voilà, on va faire ça, ça va être génial. Bien et puis sûr, on va inviter Lucas Niedu, il viendra avec nous pour faire l'essai. Avec plaisir. Voilà, avec comme plaisir. Ça au moins on est sur le terrain et on fera un vrai essai comme les fonds GT Mag pour les faire. Du coup, ça me permet de faire une transition aussi. En fait, on a mis en place, c'est des véhicules fun, donc on est vraiment dans l'idée du véhicule pour se faire plaisir, loisirs, fun. Et c'est sûr qu'en Martinique, ça fait sens. Mais en général, c'est plutôt des locations à la journée. On se rend compte que finalement, le besoin des touristes aujourd'hui, il est plutôt sur des véhicules sur 1 semaine, 10 jours ce genre de choses. Donc, effectivement, on se heurte un petit peu aux possibilités de recharge, à l'autonomie. Elles ont des autonomies qui sont relativement faibles. Donc, c'est très bien pour une excursion sur une journée, mais on ne va pas aller au-delà. D'accord. La problématique des loueurs aujourd'hui, les grands loueurs de l'aéroport, c'est qu'ils ont des flottes qui sont assez importantes, avec des rotations qui sont très rapides. C'est un casse-tête. Qui sont très rapides. Donc, par exemple, je vais prendre un loueur, n'importe lequel, qui va avoir 300-500 voitures en flotte. T'entends bien, Lucas, pour que tu comprennes bien l'idée. Et qui vont avoir 50 véhicules, 100 véhicules en retour, parce que les gens vont prendre leur vol pour rentrer dans l'Hexagone. Et en général, on est sur un vol entre 15h les premiers et 20h45 le dernier. Donc on est sur un créneau assez court. Les gens, ils viennent 2-3 heures avant. Donc en fait, ils ramènent tous leurs véhicules au même moment. Alors on parle de quel véhicule? On parle de véhicules thermiques. Et aujourd'hui, sur les loueurs, qui d'ailleurs, je crois qu'ils sont soumis d'un point de vue légal à avoir un certain nombre de flottes électriques. Un taux de véhicules électriques.
ça leur pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, acheter des véhicules électriques pour pouvoir les louer, il faut être capable de recharger 50 ou 100 véhicules avant l'arrivée des autres touristes. Avant l'arrivée des touristes qui sont déjà arrivés alors que les autres partent presque. Allez voir gtmike.fr, on a fait un super article qui s'appelle d'ailleurs Voiture électrique en location, le casse-tête de la recharge contre la rotation. Donc il faut aller le voir, hein. Je te l'ai envoyé d'ailleurs, Sébastien. Tout à fait. Alors, la question que je pose, c'est que Sébastien pose finalement, quelque part, c'est est-ce que finalement on n'a pas un problème de parc ? Est-ce qu'il ne manque pas des parcs ? Alors, en dehors des bornes qui devraient être installées à peu près sur tout le long de nos parcours, qui sont finalement peu nombreux du nord au sud, mais est-ce qu'il ne manque pas des parcs justement pour pouvoir permettre à des entreprises comme les loueurs de voitures de pouvoir recharger facilement, que ça soit facilité en fait ? Si, tout à fait, mais il y a un projet qui est en cours d'installation de bornes à l'aéroport. Ouais. Il va y en avoir entre 40 et 50 qui vont être installés, y compris pour les loueurs. Et on va avoir de la charge rapide. Donc la charge à 50 kW qui va permettre quand même de récupérer une autonomie de minimum 80% en 30-45 minutes. Donc ça va passer par là pour les loueurs. Ça va pallier au problème du coup dont on parlait là. Alors pas totalement, parce que si on a 150 voitures, ça va être compliqué, mais ça va être surtout, il va falloir régler le problème de l'appel de puissance, parce que si les 150 voitures sont branchées en même temps sur du 50 kW, forcément, il faut construire une usine. Ça va faire ding-dong chez EDF. Donc, ça va faire ding-dong, voilà, c'est le but. On n'est pas tout à fait prêt. On s'y prépare, ça avance, ouais. Mais voilà, pour ce type bien précis de pratique, c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant. Alors, on va revenir vers toi, Sébastien, pour reparler un petit peu de l'hôtel Bacois, en particulier d'Isilea, parce que je trouve que cette association, elle est vraiment sympathique. On va voir si Isilea, justement, tient compte de ces nouvelles mobilités et qu'est-ce que tu mets en place puisque tu es président pour ce faire. Mais d'abord, je me tourne toujours vers Lucas pour savoir finalement quels sont les principaux freins en Martinique à l'adoption de l'électrique aujourd'hui, toi qui touches les professionnels, les pouvoirs publics. Est-ce que ce sont des freins financiers, par exemple, d'investissement, ou ce sont encore des freins de philosophique finalement ? Le principal frein, le tout premier, c'est le prix. Le prix des voitures. Le prix des voitures. Actuellement, les véhicules électriques, ils sont 20% plus chers que dans l'Hexagone, alors que les véhicules thermiques, c'est 5%. Alors là, tu parles de quoi ? 20% en incluant l'octroi de mer En incluant tout. En incluant tout. C'est-à-dire qu'à l'achat, à la le véhicule fin, électrique à la fin ici, une fois qu'ils ont tout payé, plus cher que dans l'Hexagone. Alors que le thermique, c'est 5%. Le thermique, c'est 5%. Là, l'explication, on l'a recherchée, elle est compliquée à trouver. Je comprends mieux pourquoi Carla n'a pas de voiture électrique, franchement. On nous a à 19 ans, tu peux pas. Ouais. On nous a longtemps dit que c'était le transport parce qu'il fallait faire du transport réfrigéré, etc. Oui. Mais il se trouve que quand les véhicules sont neufs, ils sont sur des navires rouliers, donc il n'y a pas de différence avec les véhicules thermiques. Donc voilà, c'est vraiment ce prix-là. On n'a pas eu de leasing social pendant les 2 premières vagues. Ça, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable, mais vrai. Et on essaie de travailler pour qu'il y en ait un lors de la 3e vague qui est à venir. Parce qu'on voit là-bas que quand on propose des véhicules électriques à un prix très attractif, comme avec le leasing social, bizarrement, tout le monde en achète. Donc, le principal frein ici, c'est vraiment le prix. Et après, la deuxième difficulté qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était l'accès à la recharge, notamment dans les copropriétés, les résidences collectives. Un frein qui va être levé bientôt parce qu'on a un programme qui s'appelle Logivolt qui est en train d'être mis en place en Martinique, qui va faire qu'en fait, ils prennent en charge l'investissement des bornes auprès des copropriétés. Donc la copropriété a 0 fonds à avancer. D'accord. Elles installent les bornes dans toute la copropriété. Il faut qu'il y ait un minimum de 20 places. Et après, en fait, c'est chaque copropriétaire, quand il veut accéder à une borne, qui va payer une quote-part. Donc en fait, les copropriétés, là, elles ont tout intérêt à y aller parce que ça leur permet d'être équipées et sans avancer aucun fonds. Donc ça, c'est une vraie avancée, on peut le dire concrètement. Alors, avant de passer à Sébastien rapidement, quelles sont les perspectives finalement pour les 3 prochaines années là, de l'AVER ? Comment tu vois un peu l'évolution du marché ? Les 3 prochaines années. On reviendra sur... alors, juste une chose quand même avant que tu me répondes. Sur gtmag.fr, on traite en permanence du prix des voitures, etc. Parce qu'on parle le Point avait sorti, rappelez-vous, un sujet sur GBH en particulier, en disant qu'il y avait 40% de marge en plus chez GBH, etc. Enfin, tout ça est un petit peu aberrant parce que juste comme ça, pour information, si un des acteurs automobiles fait 40% de marge en plus par rapport aux autres, ça veut dire que la voiture du même segment chez le concurrent, elle est 40% moins chère. Donc c'est pas possible. C'est-à-dire que tout le monde fait 40% de plus. En gros, si jamais il y avait 40%, c'est à vérifier, on est bien d'accord. Donc s'il n'y a pas d'entente sur les prix, il y a peut-être une entente sur les marges. À voir. Nous, on essaie de travailler là-dessus pour faire des articles, pour voir si on arrive à comprendre vraiment ce qui se passe dans ce secteur-là.
Donc, des perspectives là positives, j'espère. Les perspectives positives, ça va vraiment mise en place du leasing social à la prochaine vague pour que ça puisse permettre ça c'est vraiment positif. À pas mal de personnes de s'équiper. Le programme Logivolt, comme j'ai dit, qui va faire que de plus en plus de copropriétés vont être équipées également. Et une intervention auprès des concessionnaires pour que les prix soient moins chers. Si vous pouvez le faire, ça Non, on ne peut pas le faire malheureusement, mais c'est essayer de pousser un maximum. Après, c'est aussi... Alors, mais comment pousser ? Parce que est-ce qu'on peut pousser ? Est-ce qu'il y a des réunions avec les concessionnaires pour dire attendez, messieurs, les gars, la voiture, je sais pas moi, la Citroën C3, au-delà de 35 000 €, c'est trop cher. Je dis la Citroën, mais j'aurais pu parler de la Renault ou de la Peugeot. Après, on les a tous rencontrés, les concessionnaires. Oui. On est en dialogue avec eux. Il y en a qui étaient beaucoup engagés vers les mobilités, les nouveaux types de mobilité. Après, si il y a un leasing social qui est mis en place, forcément, c'est gagnant-gagnant parce qu'eux, ils vont vendre des véhicules en gardant quand même une marge intéressante et les personnes qui les achètent vont les payer moins cher. D'accord. Donc là, ça peut on peut espérer, pour avoir. Est-ce que les constructeurs chinois sont pas aussi en train de faire en sorte que le prix moyen du marché baisse ? Alors, oui, vas-y, Lucas, je te laisse répondre. Les constructeurs chinois, ça ouvre une grosse concurrence, donc en fait, les constructeurs européens sont obligés de s'adapter. Pour le coup, localement, la différence de prix, elle est équivalente. Les 20%, ils s'appliquent aussi sur les véhicules chinois. Parce que les importateurs sont les mêmes que sur les véhicules européens. Malgré les taxes, malgré les taxes. Mais oui, ça ouvre quand même une concurrence qui fait que le prix moyen du marché le prix des voitures baisse. On peut pas rentrer. Alors, en fait, je suis pas certain. On peut pas rentrer dans ce débat-là maintenant parce que là, il faut qu'on parte sur autre chose. Mais c'est un débat gigantissime. Et encore une fois, je vous le redis, je fais un peu ma promo, mais allez voir les articles sur GTMac. On traite de ces voitures chinoises en permanence. Toutes les semaines, on a des articles qui expliquent pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà. Mais on est en train de, malgré tout, quand même, les voitures chinoises sont en train de tuer le marché européen, c'est très clair, les constructeurs en bavent véritablement. Alors, il y a peut-être une introspection à faire, c'est vrai, mais un modèle équivalent, il y a 50 000 € d'écart avec des full options qui sont terribles finalement. Et c'est vrai qu'on constate que le cadre moyen ou supérieur aujourd'hui, se dit c'est 45 000 € que je ne mets pas dans la voiture avec les mêmes options, je les mets dans un voyage ou je les mets dans autre chose. D'ailleurs, on était avec le Crédit Moderne récemment sur l'habitude des consommateurs en Martinique, là, sur 800 personnes sur toutes les îles interrogées. C'est les voyages qui reviennent en premier, c'est pas la voiture. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà. Alors, merci Lucas. De toute façon, tu es là, tu restes avec nous, ne bouge surtout pas parce qu'on va encore te poser sûrement des questions. Moi, je reviens donc à Sébastien Guins. Vite fait, rapidement, on reparle de Zilea. Donc, c'est qui ces gens qui sont autour de toi, qui sont fédérés par ta présidente ? Zilea, c'est une association qui a été créée, qui avant s'appelait le Club des hôteliers, où il n'y avait que des hôteliers dedans. Donc on avait tous les hôteliers qui adhéraient, les directeurs d'hôtels, les propriétaires d'hôtels qui adhéraient à cette association. On a voulu ouvrir parce que on a eu des demandes de gens qui étaient intéressés de savoir un petit peu ce qu'on faisait. L'hôtellerie, c'était un peu le baromètre du tourisme. Donc du coup, on a ouvert aussi... le marché a évolué, on a de plus en plus maintenant de location saisonnière, de location de villas, et donc on a des gens qui veulent se professionnaliser aussi là-dessus. J'ai envie de dire, malheureusement pour l'hôtellerie, le nombre de touristes qui vont en hôtellerie diminue et ceux qui vont dans les locations saisonnières augmentent. Ça répond à une demande, donc il y a des professionnels qui organisent ce genre de choses. On a. Est-ce que ça vient aussi un petit peu du vieillissement du parc hôtelier finalement, martiniquais ? Il y a plusieurs raisons. Il y a le vieillissement du parc. Il y a à un moment donné, quand on est dans un hôtel, c'est pas le même produit. Quand on est dans un hôtel, on a beaucoup de services. On a un accueil 24 heures sur 24. On a des bornes électriques, des bornes électriques, mais électriques. On a des terrains de tennis. On a un hôtel qui est au bord de la mer. C'est sûr que le service n'est pas le même. Donc, on ne peut pas comparer les deux produits, mais à un moment donné, ce qui est clair, c'est que du coup, les produits sont différents. Et sur la location saisonnière, ça répond à autre chose. Et ne serait-ce que le fait de pouvoir se faire à manger, ça fait une différence. Parce que quand il faut dépenser, quand on est une famille de 3 ou de 4, ou de 5 ou de 6 d'ailleurs, et qu'il faut dépenser 30 € par ticket moyen quand on va au restaurant, tous les midis, tous les soirs, de temps en temps, on se dit ce soir, on va peut-être manger juste une tranche de jambon. Et ça ira beaucoup plus simplement. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a ouvert aussi. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous, les hôteliers, on a aussi besoin de travailler avec les loueurs de voitures. On a besoin de travailler avec la SAMAC, qui est membre. On a besoin de travailler avec les associations représentatives comme la CCI, les offices du tourisme et tous ces gens-là, en fait. L'Odyssea, j'ai lu aussi l'Odyssea, qui est un gros organisme qui... Exactement. On a travaillé avec le Crédit Agricole pendant un moment. Donc en fait, l'objectif, c'est de créer un écosystème du tourisme martiniquais
Et effectivement, j'ai pris la présidence de cette association l'année dernière. On fait un observatoire, on regarde les chiffres. On partage nos chiffres de façon anonyme entre nous et on les met ensemble et ça nous sort des statistiques pour que nous, chacun, on puisse se comparer à notre marché. Parce qu'aujourd'hui, sur notre marché, il n'y a pas encore grand-chose et on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors, sur le plan de la mobilité cette fois, parce que quand on parle de Méhari, ce sont des voitures qui sont données, qui sont proposées aux touristes, on est d'accord ? On est d'accord. Mais sur le plan de l'hôtel lui-même, est-ce qu'il y a des efforts de fait pour les déplacements des personnels, par exemple ? Je ne sais pas. Alors, je vais parler... le sujet, c'est la mobilité verte et je vais d'abord partir du vert parce que c'est de là que ça vient. C'est-à-dire que la mobilité, c'est un des classeurs qu'il y a dans la partie verdissement du tourisme. Oui, en plus, vous avez une certification écologique qu'il faut assumer. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des hôtels se lancent dans des certifications écologiques. Alors, c'est des démarches volontaires. Il y a des choses qui existent. Il y a Clé Verte, Green Globe. C'est le plus répandu, Clé Verte, a priori. Voilà, Clé Verte, c'est le plus répandu. Il y a l'écolabel européen. Aujourd'hui, Bakwa, c'est le premier hôtel certifié de l'écolabel européen. Et il y a un petit peu une course à cette labellisation. Parce que déjà, on va être conscient de notre impact. Et puis les clients sont demandeurs, sûrement. Les clients sont de plus en plus demandeurs. Les centrales de réservation type Booking et autres ont tendance à mettre les hôtels qui ont une certification plus haut dans le classement et ça aide au référencement par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc en fait, ça devient un réel critère de choix. Ensuite, l'application, ça va de effectivement l'achat de choses jetables, pas jetables dans les chambres et ce genre de choses, à la mobilité électrique, effectivement, que ça soit pour les clients. Donc se pose la question des compagnies aériennes, parce qu'accessoirement, il faut faire 8000 km pour venir jusqu'à chez nous. Donc à la voile, c'est un peu long. En général, la plupart des gens prennent l'avion. Donc il y en a, mais ils sont peu nombreux. Ouais. Aujourd'hui, on a la possibilité, quand on achète un billet d'avion, d'avoir une contribution SAF, donc carburant vert pour les avions. Les hôtels sont certifiés. Sur place, ils ont le choix de pouvoir prendre des véhicules qui soient plus verts. Et même au niveau du personnel, ou même de notre impact écologique, on a différentes actions. Donc la mobilité, c'est un des aspects de tout ça. Et la mobilité, c'est très important parce que pour moi, aujourd'hui, on est quand même en déficit de mobilité en Martinique. Les infrastructures sont pas à la hauteur. Les transports en commun sont pas forcément à la hauteur non plus. On y travaille sur l'île, mais oui, c'est pas encore... Mais je vais prendre un exemple simple, mais quand il y a une grève des transports... quelle qu'elle soit, qui dure 1 mois et demi, comment les gens font pour aller travailler. Comme ça vient de se passer, bien sûr. Et, et s'ils vont tous travailler en voiture, 1, ça pollue, 2, ça crée des bouchons qui polluent encore plus, ou alors j'ai des absences injustifiées, des choses comme ça. Donc tu as eu des absences injustifiées pendant cette période d'1 mois et demi J'ai eu des absences injustifiées, j'ai eu des gens pour qui ça a été difficile, et puis on parle de tout ça, mais tout ça, ça a un coût aussi, l'écologie. Bien sûr. Donc on est dans une période quand même de crise de pouvoir d'achat, où acheter une voiture neuve, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas les aides sociales pour acheter un véhicule électrique. Un véhicule neuf, faut avoir l'argent. Donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. L'entretenir, c'est de plus en plus cher. Je ne parle pas de l'essence. Non, c'est très... T'as compris que Lucas Niédu était là pour ça, finalement, quelque part. C'est ça, c'est mon souffre-douleur aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça. Pour l'instant, il ramasse quand même pas mal. C'est pour aider dans les choix futurs. Non, pas du tout. Il est là pour aider. Donc c'est très bien. Et voilà, je salue sa mission et heureusement qu'il est là. Ben oui, parce que c'est avec des... En plus, c'est un jeune gars. Il a quel âge ? Il a 29 ans. Combien ? 29, voilà. Donc c'est quand même des jeunes qui s'impliquent. C'est important quand même. Donc on sent qu'il va se passer des choses. J'espère. Tu sais quel est mon rêve finalement ? Mon rêve, c'est d'arriver dans un hôtel en Martinique, le Bakwa bien sûr, et de tomber sur une rangée de scooters mis à disposition non pas d'un loueur, mais simplement de l'hôtel, qui dit plutôt que d'aller faire vos courses aux Trois-Îlets avec une voiture, prenez un scooter électrique. Alors on a eu... tout ça c'est compris dans le prix de la chambre. Hein. Oui, tout à fait. Et ça pourrait, sans aucun problème. Ça serait génial. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui... Carla, tu serais d'accord toi ou pas ? Oui, parce que franchement, même en tant que jeune, trouver un véhicule à la location, en tant que jeune permis, il n'y a aucun loueur qui te dit je te passe un véhicule, il n'y a pas de souci. Quasiment pas possible. C'est impossible. Il y a beaucoup de... Même que ce soit les assurances, etc., ils nous disent on ne prend pas les jeunes permis. Donc ça c'est embêtant. Un enfer. Alors on a coupé la parole à Sébastien. Non, pas de souci. Vas-y Sébastien. Je partage. C'est Carla qui t'a coupé la parole. Ouais, on réglera nos comptes tout à l'heure. Non. Alors, en fait, il y a de plus en... Alors, je sais pas, je pense que chacun autour de cette table, et comme la plupart des communs des mortels a été appelé à propos de ce qu'on appelle des C2E. Alors, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas ce que c'est que les C2E, en général, on vous appelle pour changer vos fenêtres, changer votre toiture, changer votre machin,
ce genre de truc. Le marché des C2E fait que les grands pollueurs, Total et autres, ont l'obligation de financer la transition écologique. Et ça, on peut s'en servir. Alors malheureusement, c'est un marché qui est très brumeux, parce que de temps en temps, il y a beaucoup de promesses et ça n'a pas forcément abouti. On nous avait promis il n'y a pas très longtemps des vélos électriques pour mettre à disposition avec des tarifications extraordinaires à l'hôtel à 1 euro. Ouais, 1 euro. 1 euro. Mettre en place des vélos électriques. Là, il y a 15 jours, on m'a proposé des scooters électriques. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Si je les reçois, je les mets à disposition. Sauf qu'il y en a beaucoup qui vous proposent ça et finalement, malheureusement, on a du mal à... Enfin, c'est pas toujours suivi des faits, en fait. Alors que ce soit avec... Pardon, vas-y. Je disais, ça n'aboutit pas toujours et c'est dommage parce que c'est hyper important. Pour aller vers cette transition énergétique. Non, mais on voit ça bien. Ça n'aboutit pas parce que c'est proposé, mais voilà, il se passe rien. Exactement, c'est tout à fait ça, Carole. Je suis d'accord avec toi. Mais on voit bien quand même avec des situations non pas opposées, mais des situations éloignées, on va dire. D'un côté, un acteur local qui veut mettre en place de la mobilité, c'est très clair. Dans ton discours, on a bien compris que pour l'hôtel Bacois, c'était important. Et pour celui qui est le faiseur, finalement, celui qui a un peu le bras armé, on va dire, de l'État quelque part. Puisque l'inverse, c'est ça. Il y a quand même une vraie volonté. Il y a une action réelle et une volonté de l'autre côté. Alors ça marche donc sur les C2E et particulièrement sur les vélos à 1 euro. Donc c'était les vélos cargo, j'imagine. Oui, voilà, ce type de vélo cargo. Vélos électriques. Ouais. Alors malheureusement, le gros souci qu'il y a avec les C2E, et ça a toujours été, c'est qu'il y a énormément d'abus qui est fait. C'est ça. Et alors là, c'est pas l'État qui est mis en cause, c'est les acteurs privés en fait qui vont vous proposer notamment les vélos. Et en fait, la combi n'était pas compliquée. Ils vont vous proposer les vélos. Dans les clauses, ils vont dire qu'ils peuvent les livrer dans 2 ans. Et en fait, une fois que les C2E sont finis, ils ont récupéré les C2E, ils ont fermé la boîte, récupéré les sous et jamais livré les vélos. C'est terrible, il n'y a pas trop de contrôle. Si, il y a du contrôle, mais en fait, du coup, les fonds, comme c'est versé au moment de la commande, voilà, eux, ils jouent avec ça. Donc, et les fonds disparaissent. Aussitôt que ça a été sorti, il y a eu des demandes dans tous les sens. Et la fiche C2E a été suspendue. Donc c'est ce qui explique que pour les vélos, ça a pas donc cette mise en place, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'acteurs, il y a des gens sérieux, des gens moins sérieux, mais il y a quand même une volonté, on le voit bien sur l'île, d'avoir ce changement. Et d'ailleurs, pour l'avoir remarqué dans les mails qu'on reçoit, c'est souvent les femmes qui sont initiatrices des changements sociétaux importants, et entre autres le tri, c'est souvent les femmes qui font le tri véritablement des déchets, par exemple. Une conscience écologique plus importante. Un peu plus, voilà, c'est les femmes qui font la transition énergétique, c'est les femmes qui répondent, qui posent des questions, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Merci à tous les deux d'être venus, vous restez avec nous bien sûr, parce qu'on va un peu changer de sujet, mais pas tout à fait, parce que finalement on va rester un peu dans le domaine quand même de l'automobile, à quelque part, parce que j'ai le plaisir de recevoir donc Carole Hérault, qui est praticienne en hypnose ericksonienne. Donc elle reçoit en cabinet de nombreuses personnes qui rencontrent des problématiques comme des douleurs psychiques ou physiques, dont elle essaie de découvrir les causes, véritablement, c'est son objectif. Elle s'emploie donc à les accompagner, et au travers d'un suivi personnalisé, elle a à cœur de les conduire au mieux-être. C'est bien ce que tu préconises. C'est parfaitement résumé. Exactement. Donc, installée en Martinique, elle assure aussi ailleurs dans le monde des consultations et ateliers via les nouvelles technologies. On va voir lesquelles d'ailleurs, parce qu'on va parler de quantique, par exemple. Alors, moi, le quantique, je le mets à la mathématique, je le mets à l'univers, je le mets à l'astral. Comment ? Il y a aussi des chants. Il y a aussi des chants dans les églises. On est au pied de la cathédrale, c'est ça. Je suis pas sûr que ça s'écrive de la même façon, mais peu importe, c'est pas grave, ça se dit pareil. En tout cas, Carole a changé de vie en faisant des expériences difficiles dans sa propre vie, d'ailleurs due en particulier à un problème de dos, je crois, si j'ai bien lu. Exactement. Donc, qui t'a vraiment posé problème à un moment donné dans ta vie. Oui, tu vas en parler, je te rassure. Et en se servant donc de ce propre mal de dos, elle a pris les bonnes décisions et elle a pu vivre une expérience hors du commun qui lui a permis de se soigner et d'avancer. En plus de son expérience personnelle, son parcours de près de 20 ans dans le domaine de la santé lui donne la légitimité d'aborder ce sujet. Et donc, elle a même sorti donc un livre que j'ai pas, malheureusement, je l'ai pas trouvé, mais je vais essayer de le trouver, et qui parle donc justement de tous ces sujets-là. Alors, moi, je te pose une question très simple. Ton parcours, on l'a vu un petit peu, même si tu peux y revenir si tu veux. Mais je voudrais qu'on démystifie un petit peu l'hypnose. Parce que beaucoup de gens retiennent de l'hypnose les spectacles qu'on voit à la télévision.
Il y en a certains qui sont très connus, un Canadien en particulier, je ne dis pas son nom pour ne pas lui donner de publicité. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur. Et donc, il y a l'hypnose ericksonienne. Donc, c'est une thérapie réelle. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette thérapie et ton travail finalement ? Exactement. Donc Jean-Marc, tu as raison. Il faut commencer par démystifier et justement préciser la différence entre l'hypnose de spectacle, qui peut faire peur, et c'est normal quand on voit que l'hypnologue fait faire le chien ou le canard à la personne, donc on se dit waouh, il me manipule complètement. On a l'impression qu'on peut être manipulé, voilà, c'est ça. Exactement. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur dans l'hypnose. Donc, il va dans le niveau le plus profond, qui induit une espèce de hypnose amnésique qui va faire que la personne va faire ce qu'on lui dit, ce qu'on va lui suggérer, parce que ce sont des suggestions, et qui ne va pas se souvenir d'ailleurs de ce qu'il a fait, de ce qui lui est arrivé. Là, dans le domaine thérapeutique, c'est très différent. C'est justement un outil qui est très intéressant pour aller déprogrammer, pour reprogrammer. D'accord. C'est comme ça que moi je l'entendais, l'hypnose de toute façon. Donc déprogrammer pour reprogrammer. Exactement. Ça veut dire que c'est-à-dire que tu vas travailler vraiment la cause réelle. Donc ça implique une conversation sûrement longue ou en tout cas importante avec ton patient pour pouvoir justement essayer de définir quelles sont les causes et puis les insinuations que tu vas lui donner par l'hypnose en fait. Tout à fait. Pour pouvoir régler son problème. Cette étape que tu décris là, qui s'appelle l'anamnèse en début de consultation, est essentielle. Elle va permettre justement déjà de faire sauter des verrous. En plus, moi, je me suis formée en complément à l'hypnose conversationnelle justement pour être sûre de poser les bonnes questions en entonnoir et pouvoir donc déverrouiller déjà des choses, ne serait-ce que dans cette première conversation. Et surtout, je vais prendre des notes pour réutiliser les mots de la personne. Pourquoi ? Parce qu'avec ce que la personne a dit, je vais pouvoir construire mon discours hypnotique et faire des suggestions qui vont percuter son inconscient. Oui, parce que tu reprends ces termes, en fait, à quelque Complètement. part. Le terme de la conversation. Alors, j'allais te poser la question comment se déroule une séance, mais tu viens de nous en parler un petit peu. Mais surtout, je voulais savoir, et ça, je pense que les auditrices et les auditeurs se posent beaucoup de questions là-dessus, est-ce que la personne, quand elle fait une séance d'hypnose, est-ce qu'elle reste consciente et est-ce qu'elle garde le contrôle ? Alors oui, la personne va garder le contrôle parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de profondeur. L'hypnose ericksonienne, donc thérapeutique, va s'arrêter au niveau 3, où la personne donc, est entre l'éveil et le sommeil. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment endormie, elle n'est pas vraiment éveillée, elle est entre les deux. Et ce qui se passe concrètement, c'est que la personne va faire des allers-retours entre son conscient. Donc il y a des moments où il va y avoir par exemple une pensée qui va arriver. Mince, je suis partie de la maison pour ma consultation, j'ai oublié d'étendre le linge par exemple. Et ensuite, elle va repartir dans un état d'hypnose où c'est l'inconscient qui va faire remonter des sensations, des images. Et à partir de là, parce qu'il y a justement cette connexion des deux parties de son esprit, conscient-inconscient, le travail va pouvoir se faire. Et moi, je vais m'adresser à la partie inconsciente avec des suggestions très ciblées. Alors, une question que tout le monde se pose sûrement, sur quel type de trouble ou de difficulté l'hypnothérapie est-elle la plus efficace ? Parce que je pense que tu traites à peu près tout. Dis-nous. Oui, tout à fait. L'hypnose fonctionne sur beaucoup de choses, beaucoup de troubles, beaucoup de sensations de mal-être qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Et c'est normal qu'on ne puisse pas expliquer puisqu'une partie est inconsciente. Donc on va pouvoir traiter des problèmes d'insomnie, de gestion du stress, de manque de confiance en soi. On va pouvoir reprogrammer quelqu'un qui va passer un examen et qui a besoin d'aller solliciter tout son potentiel de ressources, puisque le potentiel de ressources est dans l'inconscient. On va pouvoir préparer une intervention en récitant tout un texte qui va être mémorisé par la personne très facilement. D'ailleurs, Carla pourra en parler parce que ma fille, donc je lui ai fait apprendre une poésie qui était insupportable. Un jour, elle était encore au primaire et elle a eu 18 à cette poésie qu'elle n'aurait jamais pu apprendre toute seule. Sous-estime, j'ai eu 20. Elle a eu 20 en plus. C'est à l'oral de français, je crois qu'elle a eu 18 où on l'avait aussi travaillé ensemble. Donc on peut faire beaucoup de choses. Et ça se fait tout en douceur. Pour être ingénieur, en fait. Non, puisqu'elles ne mettent plus maintenant, mais pour avoir le bac, oui, un petit peu, ouais. Tant qu'à faire, utiliser les outils qui sont à disposition. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, peut-être il y a d'autres thérapies qu'on a pu faire ou qu'on a envie de faire, etc. Mais l'hypnose peut permettre vraiment d'aller régler les causes réelles d'un souci qu'on peut avoir. Et les causes, elles ne sont pas forcément conscientes. Exactement. Donc vous voyez par exemple sur la phobie de la conduite, je sais qu'il y en a beaucoup en Martinique. On allait y venir, hein. Voilà, et j'ai eu beaucoup de patients à traiter pour ça. Ils ne sont pas conscients en fait de la problématique de fond, d'origine. Et c'est toujours donc sur une phobie, quelle que soit la phobie, le même mécanisme qui se met en place. C'est soit un trauma, donc du vécu, un accident de voiture, ça pourrait être notamment dans ce cas-là, mais c'est toujours un fond d'anxiété.
Voilà, une anxiété qui s'est cristallisée depuis très longtemps et à un moment donné, ça va produire une phobie. Ça peut être une anxiété qui s'est mise en place au moment de l'enfance. Pendant des années, il ne s'est rien passé et la phobie survient à 50 ans. Alors c'est parti d'un article qu'on a écrit sur gtmac.fr, c'est parti de mon fils en fait qui a une phobie de l'autoroute. Ouais. C'est une phobie bien. Alors, en faisant l'article, je me suis rendu compte que c'était une phobie très particulière, la phobie d'autoroute. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et je suis sûr que ça va parler à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont coincés dans leur garage en se disant bah non, je prends pas la voiture aujourd'hui parce que j'ai trop peur. Et c'est très problématique ici parce que l'autoroute n'est pas très longue. On passe de la voie rapide à l'autoroute, de l'autoroute à la voie rapide, et du coup des gens qui sont obligés de sortir, de contourner, de trouver une stratégie. Et c'est très compliqué. La phobie de l'autoroute, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'il y a de l'anxiété, certes, mais il peut y avoir aussi une problématique avec le contrôle, le pouvoir. La personne a besoin de garder le pouvoir. Et la personne s'est construite très souvent, quand on regarde donc, son histoire de vie, en ayant besoin de contrôler pour des raisons X ou Y. C'est les mêmes qui ont des phobies de l'avion, par exemple. Dans très l'avion, souvent. on ne voit pas ce qui se passe, on ne voit pas la route et on ne peut pas contrôler. On ne peut pas fuir. On peut pas fuir. Et quand on se retrouve donc dans un état de panique, où on commence à avoir cette hyperventilation avec l'hypersudation, les palpitations, tout ça, on n'a qu'une envie, c'est fuir en fait. C'est le cerveau reptilien qui va se mettre en place et qui est là sur le devant de la scène prêt à agir. C'est je me bats ou je fuis. Donc je me bats, je ne vais pas tuer le pilote pour qu'il atterrisse de force et je ne peux pas fuir parce que je ne peux pas ouvrir la porte de l'avion. Sur l'autoroute, c'est un peu pareil. On ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas, surtout ici, il n'y a pas d'aire de stationnement sur cette portion. Voilà, donc c'est compliqué. Ça augmente sûrement la phobie. Certainement, ça va amplifier les choses quand on se visualise et que le contexte est celui qu'il est ici. Alors ça vient d'où alors concrètement? En dehors de l'accident, on a bien compris, si on a eu un accident, on peut comprendre aisément qu'on ait peur ensuite de prendre un véhicule, mais si on n'a pas eu d'accident, on n'a jamais rien eu, c'est le cas de mon fils par exemple, je peux en parler parce que lui-même en parle facilement. Donc il n'a pas eu d'accident, même avec moi, on n'a jamais eu d'accident de voiture, Dieu merci, mais voilà, il a cette phobie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que l'hypnose peut apporter en fait? Oui, ça va permettre d'aller travailler sur cette cause en fait qui a induit l'anxiété, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui va produire donc une émotion. L'anxiété est une émotion très forte et très délétère sur le corps humain, au niveau physique et physiologique même. Donc du coup, il faut travailler en amont sur ça pour pouvoir déverrouiller le symptôme. Et ça va se faire naturellement. L'idée, c'est vraiment pendant la séance d'aller revisiter peut-être des séquences de la vie qui ont généré de l'anxiété ou voir un trauma, parce que ça peut être aussi un trauma qui n'a rien à voir avec la conduite, mais qui a pu générer une forte anxiété. Un trauma, c'est typiquement un événement avec une forte charge émotionnelle. Et donc, elle est cristallisée, cette charge émotionnelle dans les cellules. Ça devient un traumatisme qui nous poursuit toute une vie. D'accord. Et à cause de ça, on peut avoir des manifestations diverses et variées, comme les phobies. Alors, on a discuté déjà un petit peu en off, mais tu nous disais que les cellules, elles peuvent véhiculer justement ce genre de trauma. Alors ça, on n'est pas habitué à ce genre de discours, forcément, parce qu'on est un peu dans le... Mais bon, je retiens cette situation-là. Tu fais de l'hypnose et tu fais du biofeedback. Et j'ai l'impression qu'en mêlant l'hypnose et le biofeedback, on peut aussi régler le problème des phobies. Et c'est deux. Alors, il y a c'est une thérapie, l'hypnose. L'autre, c'est une technique, une pratique. Oui. Tu peux nous en parler un peu du biofeedback? Oui, l'autre, c'est un outil qui est très puissant. Alors, c'est une technologie. Bio, c'est bio. Bio, c'est ça. C'est qu'on va travailler donc sur le corps humain, sur les cellules. Et feedback, donc c'est le retour en fait. Feedback, c'est le retour. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça se fait en 2 phases. On va envoyer des ondes scalaires autour d'un bandeau, à travers un bandeau que la personne a sur la tête. Et on va d'abord faire un test en voyant donc quelles sont les cellules qui vont nous répondre qui ne sont plus à la bonne fréquence vibratoire. Parce que dans la base de données, il y a toutes les fréquences vibratoires de nos cellules. Par exemple, le foie, c'est 3,8 Hz, le cœur, 5,3, ainsi de suite. Donc, quand tous les organes donc, ne fonctionnent plus correctement à cause d'une vibration intérieure qui est souvent émotionnelle, un symptôme va apparaître. Donc, on peut travailler de cette manière-là parce qu'on a aussi l'item phobie dans la machine. Donc, maintenant, ce que j'ai mis au point, c'est une nouvelle méthode que j'ai appelée l'hypnofeedback, qui permet de gagner du temps pour les personnes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 séances d'hypnose pour régler une problématique de ce genre, on va en faire 4 en moyenne. Et on travaille à la fois au niveau biologique et on va travailler en même temps au niveau inconscient. Donc avec le discours hypnotique, il va être très ciblé en utilisant les paramètres qui apparaissent à l'écran. Alors, il y a un autre souci peut-être, c'est les personnes qui en parlent, mais les personnes qui n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cette possibilité d'en parler, donc ils n'osent pas en parler à leur entourage, et donc ils subissent cette phobie
de façon terrible, parce qu'elle est très intériorisée. Donc, est-ce que là aussi, tu peux débloquer les choses? Est-ce que l'hypnose sert à quelque chose ou le biofeedback? On peut débloquer. Parfois, on est aidé aussi par la médication. On est conscient quand même que ces personnes qui ont de l'anxiété depuis des années, à un moment donné, il faut se faire aider aussi par un médecin, parce que ça peut masquer un autre trouble, comme des problèmes psychiatriques, par exemple. Donc, on conseille aussi de consulter. Justement, il y a une grosse part dans ce que tu fais de psychanalyse, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on peut se passer à un moment donné, grâce à l'hypnose, des médicaments. On voit des personnes qui arrivent à vraiment inverser la tendance et se sentir bien de manière naturelle et qui vont petit à petit arrêter les médicaments. Et moi, je suis ravie d'en arriver là, surtout, même si ça paraît paradoxal, pour quelqu'un comme moi qui a passé 25 ans dans l'industrie pharmaceutique et qui sait exactement à quoi s'en tenir aujourd'hui. On donne des médicaments à tout va aux personnes pour traiter la symptomatologie. On ne s'intéresse jamais à la cause en réalité. Donc moi, je m'attaque à la cause aujourd'hui avec l'hypnose, avec le biofeedback, et je vois des résultats qui sont satisfaisants et surtout rapidement, et au-delà de ça, durables. Est-ce que tu as des exemples, on se tutoie, si tu es d'accord, Carole. Est-ce que tu as des exemples concrets de gens que tu as réussi à accompagner? Et puis, alors, on va pas donner les noms, on s'en fout, mais au moins, est-ce que tu as des exemples concrets en Martinique de gens que tu as accompagnés et qui étaient phobiques et qui, d'un coup, se sont remis à. Oui. Je sais pas, qui sont inscrits au rallye, aux courses de côte avec Eric. J'allais lui demander justement si ça pouvait servir à des sportifs comme ça, à des pilotes, par exemple. Pour gagner en performance, pour aller chercher plus loin encore. Tout à fait. Alors je vous rassure, tous les grands sportifs sont préparés, d'accord, par des hypnothérapeutes. Toujours. Parce qu'on va aller justement réactiver les ressources et surtout, c'est ce que j'expliquais en off, c'est qu'on va travailler avec l'hypnose sur la visualisation. Donc en fait, la visualisation permet au cerveau de travailler pour aller vers ça, parce qu'en aucun cas, il ne va faire la différence entre le réel et l'imaginé. Donc les grands sportifs, que ce soit des grands skieurs, des coureurs automobiles ou autres, sont préparés par des hypnothérapeutes, par la visualisation de la victoire. Sébastien, tu as imaginé faire des séances d'hypnose justement pour gagner en performance? Alors je suis certain que tu es très performant dans ton poste, mais est-ce que tu pourrais adopter l'hypnose même pour d'autres problèmes? Oui, après, moi ce que Sébastien qui est directeur du Bacois, je rappelle, président de Zilea. Moi, je n'ai jamais fait d'hypnose. Je suis un peu... dans l'expectative? Ouais, je suis un peu sceptique, moi. Après, ça veut... Cartésien. Je suis très cartésien. Je ne veux pas dire sceptique, je suis très cartésien. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce que je sais, c'est que l'hypnose est aujourd'hui connue et reconnue. J'ai vu et notamment par la médecine, entre autres. Il n'y a plus de doute en fait. Je crois savoir que maintenant on est capable de... Enfin, j'ai vu des trucs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu qu'ils étaient capables d'opérer des gens sous hypnose. Oui, sous hypnose, c'est vrai. Donc, de se dire que tu vas te faire ouvrir alors que tu as un les yeux ouverts, qui te dit détendez-vous. Tout va bien. Moi, mon côté cartésien, il y a quand même un petit blocage. Tu vois, là, c'est ton foie. Avec le bruit de la meuleuse. Ça fait un peu ça doit bizarre. Être bien, non, alors on va se tourner vers la thérapeute. Attends, je dis juste encore un petit point, c'est que tu as aussi aujourd'hui, par contre c'est très reconnu, sur des choses comme je vais arrêter de fumer, ou ce genre de choses, et ça c'est connu comme quoi aujourd'hui ça fonctionne. Alors est-ce que tu es appelé par la Ménard pour faire des opérations? Alors, et est-ce que tu peux faire arrêter de fumer justement? Alors oui, ou de boire. Oui, sur les addictions, je cherchais le mot, merci Sébastien. En une séance, j'ai créé un protocole qui déménage. La séance est très longue, mais en une séance, j'ai eu énormément de personnes qui se sont arrêtées de fumer. Génial. Ça, c'est vrai. L'alcool, c'est parfois un petit peu plus long parce qu'il y a d'autres choses autour, mais parce qu'il y a le côté festif. En fait, c'est un peu encore plus compliqué l'addiction à l'alcool, mais on y arrive aussi en quelques séances. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant. Pour déjà citer l'exemple concret que j'ai eu sur une phobie, pour répondre à ta question. Je me souviens de cette dame, ça faisait pas très longtemps que je pratiquais, j'ai commencé à pratiquer en 2018, ça devait être 2019, c'est avant le Covid. Elle vient me voir et elle me dit j'ai la phobie de l'ascenseur, j'en peux plus, et elle habite dans la Tour Lumina. Et elle me dit ça va pas être possible. Donc elle était super contente d'habiter là, mais elle me dit mais comment je fais? Je peux plus monter à pied, j'en ai marre. Oui, bien sûr. Donc elle me dit vous pouvez faire quelque chose pour moi. On fait une séance. Et pour accéder à mon cabinet à l'époque, j'étais à Montgérald, il y avait un ascenseur, j'étais au premier étage. Donc à la fin de la séance, je la remets dans l'ascenseur, je lui dis voilà, vous descendez avec l'ascenseur. Oh, mais vous croyez que je vais y arriver? Je sais pas si je vais y arriver. Oui, vous allez y arriver. Croyez en vous. Effectivement, elle a réussi à descendre. Arrivée en bas, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit c'est OK. Arrivée chez elle, elle m'a envoyé un message, elle me dit
tout va bien. Le lendemain, pareil, elle me dit, écoutez, je suis au top. Et elle a donné mon nom à plusieurs personnes. Elle était elle-même impressionnée d'avoir réglé ça qui l'embêtait depuis des années en une séance. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles et plus ou moins réceptives? Alors, oui, justement, ça permet de faire le lien parce que j'allais répondre à Sébastien. J'ai parfois des personnes qui sont très cartésiennes et qui ont besoin d'un haut niveau de preuve, ce que j'appelle les profils bleus. Pour ceux qui ont fait du développement personnel, dans cette formation sur les profils de couleurs, on voit très bien les bleus qui ont besoin d'un grand niveau de preuve. Oui, ils sont un peu plus récalcitrants, mais on y arrive quand même. Parce qu'on va utiliser d'autres techniques, dont la technique de la lévitation. Et quand le gars, il a beau être cartésien, qu'il a le bras comme ça, qu'il reste en haut pendant un quart d'heure, une demi-heure, sans avoir de douleur, il dit « Ah, j'aurais jamais cru. Hein. » Et pourtant, son inconscient s'est invité aussi. Donc, je te prends rendez-vous pour Sébastien. Je dirais qui confirme qu'effectivement, la prochaine émission, que tout s'est bien passé. Est-ce que c'est fatigant pour la thérapeute ? Alors oui, c'est fatigant au début, surtout parce que j'absorbais beaucoup, j'ai été touchée par les histoires de vie des uns et des autres. Oui, c'est fatigant. D'où l'idée de mettre en place des petits rituels ressources dans la journée, ce que j'ai mis en place. Et ça fonctionne super bien pour moi. Et c'est pour ça que ça me permet aussi de vous parler de ce que je fais aussi maintenant en parallèle. C'est d'avoir créé des rituels bien-être, des ateliers en fait, qui s'appellent Mon Moment Magique, pour des personnes qui ne veulent pas faire de l'hypnose parce que pour eux c'est thérapeutique et qu'elles n'ont aucune problématique à régler, mais qui néanmoins ont besoin de se faire du bien. Pour qui c'est compliqué à la maison, pour qui c'est compliqué au boulot. Et l'idée c'est de faire des choses qui sont comme ça, des petites astuces, ressources quasi immédiates en fait. Donc comme je fais aussi du yoga, je suis prof de yoga, je sais faire des petites postures au cours d'un atelier pour donner des petites infos à une personne sur régler un petit mal de dos de manière rapide, apprendre à respirer, visualiser que tout va bien se passer avant une réunion, avant un examen, avant un entretien d'évaluation. Et ces petits entretiens se déclinent, pour ma part en tout cas, parce que je ne peux pas tout faire non plus, en entreprise. Puisqu'aujourd'hui, avec la QVCT, on est à fond dessus. Proposer en entreprise, dans des entreprises où ils sont à bout de souffle, qu'il y a une mésentente, ça va permettre de faire du team building, ça va permettre de revoir les choses autrement, ça va permettre d'évacuer le stress. La problématique en entreprise, c'est le stress en fait, la surcharge. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi dans l'industrie pharma où on doit toujours performer. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais et bien oui, c'est pour ça que j'explique là au détour de ces ateliers. J'en profite pour expliquer que moi j'ai fait un burn-out et que si j'avais pas trouvé l'hypnose pour me sortir de là et le biofeedback, je serai en fauteuil roulant aujourd'hui. Oui, ça veut dire que quand on fait un burn-out, quand on n'est vraiment pas bien et tout, il faut des thérapies en fait. Alors on ne devient pas forcément thérapeute, mais il faut des thérapies qui soient un peu efficaces, qui sortent un peu peut-être de la médecine traditionnelle. Oui, faire les deux. On peut les faire deux, bien sûr, il faut mixer les deux. Globalement, donc, si on est phobique, si on a peur de la route, de l'autoroute, si on a peur du gendarme, c'est une autre phobie. Il y a des gens qui partent pas parce que tu vois, Eric qui est gendarme, enfin ancien gendarme. Je fais très peur. Il fait très peur. Il faisait très peur. Il faisait, on va dire, parce que là, ça va. Hein. Donc tu peux traiter ça avec on est d'accord. Complètement. Bon, et le fait que moi je déteste Eric s'il chante mieux que moi au karaoké, est-ce que ça aussi tu peux le traiter? Ça aussi on peut. On peut le traiter aussi. Donc tu vois, tout comme quoi, on peut tout traiter finalement. On va l'induire dans ton subconscient. Incroyable. Non, elle va te faire chanter. Quand on t'a pas posé la question, tu serais prêt à faire des séances t'en as déjà fait peut-être? Jamais, pas du tout. Je connais vraiment pas du tout le sujet, mais après par curiosité, j'ai été toujours un peu pourrais intéressé tenter pour voir. Est-ce que tu as des phobies? Non, t'as pas la phobie de la borne électrique? Le vertige, c'est connu. Hein. C'est le vertige, c'est vrai que ça doit être récurrent. Oui, ça arrive aussi. Les lézards, ici, on a les lézards, on a les ravets, la conduite. Moi, je suis phobique du ravet, de toute façon. J'ai vraiment des ravets. Bon, mais je crois que tout le monde est phobique des ravets, complètement. Trigonocéphale, mais on en voit rarement. Il n'y a pas aimé, puis il y a la phobie. La phobie, c'est vraiment être pétrifié. Moi, j'ai un ami qui est phobique des chiens. Des chiens? J'ai jamais vu ça. Il était tétanisé. Il s'arrête, c'est fini. Ouais, c'est ça. C'est soit la sidération, soit je fuis, soit j'essaie d'attaquer. Bon, alors, le chien, ce serait pas judicieux, mais c'est vraiment ça, en fait. Quand on est paralysé par une peur, c'est ces trois réactions que le cerveau va mettre en place. Pour conclure sur l'hypnose et pour dédramatiser, en fait, et que vous n'ayez plus peur de pouvoir un jour y avoir recours, j'ai envie de vous dire que souvent, la peur, elle vient du fait que c'est méconnu ou mal expliqué. L'hypnose, en fait, c'est un état naturel par lequel on passe tous dans une journée plusieurs fois sans s'en rendre compte, puisqu'on va chercher des ressources dans notre inconscient. Nos comportements sont gérés par 95% par notre inconscient. Pour 95% des cas, par notre inconscient. Quand on sait ça, qu'on a compris ça, on se dit qu'en fait, c'est notre meilleur allié.
Et c'est la réalité. Le matin, on ne va pas se lever en disant je dois marcher comment aujourd'hui. Non, on sait, on a appris. Les apprentissages, ils gèrent. Les automatismes, ils gèrent. Les émotions, ils gèrent. Les traumas, ils gèrent. Jusqu'à un moment où il ne peut plus gérer parce que c'est un trop-plein. Donc, il faut aller le nettoyer. Mais quand on a compris qu'il gère une grande partie de notre vie, on n'a plus peur de lui. On l'apprivoise. Bon, je pense qu'on a eu quand même une. Alors, j'ai eu peur que Lucas me dise j'ai une phobie des bornes électriques. Ça m'aurait vraiment. Ça aurait été terrible. Tu vois, on aurait réglé ça tout de suite. Non, mais bon, même je vous rassure, vous pouvez appeler Lucas. Il n'a pas la phobie d'électricité ni de quoi que ce soit. Donc, c'est cool. Alors, je rappelle que cette émission, elle est bien faite parce que demain, quand vous allez l'entendre, cette émission, ou même le soir même, puisque c'est vendredi, vous pouvez aller sur le site gtmac.fr. Vous allez retrouver tous les acteurs de cette émission. Vous allez retrouver la vidéo. Et vous allez retrouver surtout un article sur chaque participant. Donc on aura un article sur l'hypnose et sur Carole, bien sûr, Carole Hérault. On aura un article sur Sébastien l'Hôtel Bacoa et Zilea, son association. On aura un article sur la verve, bien sûr, refixer la verve. Et dans la famille Hérault, je demande la fille qui a bientôt 19 ans, qui vit en Martinique depuis ses 7 ans, et qui est en première année de prépa pour pouvoir faire ingénieur. Donc on l'a vu peut-être dans le génie civil. J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien, voilà, on verra. Mais ça peut changer, mais c'est pas très grave. Oui, j'ai encore le temps pour me décider de toute façon. J'ai encore le temps pour décider. Ouais. Juste comme ça, la prépa, c'est combien de temps pour devenir ingénieur? Mon fils est ingénieur aussi. Oui, la prépa, il y a 2 années. Ouais. Mais on peut le faire... en fait, il y a 2 cursus différents. Soit tu fais une prépa extérieure, donc comme mon cas, et ensuite 3 ans d'école d'ingénieur. Ouais. Ou alors, directement après le bac, on rentre en école d'ingénieur. C'est sur 5 ans et tu as les 2 ans justement de prépa intégrée directement dans l'école. Directement dans l'école. Et elle a commencé le mannequinat à l'âge de 17 ans. Exact. Alors on sait pourquoi, parce qu'elle fait 1 mètre combien déjà? 1m73 si je ne dis pas de bêtises. Donc une belle et grande jeune femme. En faisant des shootings donc, pour une couturière sur Aix-en-Provence que je connais bien. Exactement. Donc c'est comme ça que tu as commencé. Oui. Et tu t'es inscrit dans un concours mondial où il y avait plus de 30 000 personnes, je crois. C'est ça. 30 000 jeunes femmes comme toi, tout aussi belles sûrement. Il y avait après ces 30 000 jeunes femmes, il y avait des hommes aussi. Il y avait des hommes aussi, donc il y avait un concours sûrement. C'est ça. Et en fait, on avait 4 catégories différentes. Donc un côté masculin, un côté féminin. Et après, il y avait les catégories de modèles photo. Donc, c'est-à-dire c'est pour les jeunes femmes de moins d'1m70 et les jeunes hommes de moins d'1m80. Et après, plus d'1m80 et plus d'1m70, c'est la catégorie mannequin, du coup ceux qui vont défiler. Donc tu fais ce concours-là et tu tombes tu arrives dans le top 50 exact. Des jeunes femmes les plus belles du monde en fait. Non. Alors, les gars, et autour de cette table, on a une des 50 plus belles femmes du monde. Alors je n'irai peut-être pas jusque-là. C'est comme ça que je le lis moi, je lis mes fiches, je suis journaliste, je lis mes fiches. Alors comment tu dirais toi? Non, je dirais que après, ça se joue pas uniquement sur la beauté parce que Miss France, oui, bien sûr, il y a un aspect éloquence, un aspect beauté. Le mannequinat, ça va être plus sur une attitude, principalement. Pour les modèles photos, je suis d'accord, ça va être un critère de beauté parce que forcément, c'est ou alors des visages atypiques également. Le mannequinat, justement, le problème, c'est qu'il y a souvent des défilés, etc. Donc forcément, c'est une attitude, une démarche. Et il y a aussi, on est souvent amené à parler par moment, oui. Alors, bon, ça tombe bien parce que tu as l'air plutôt intelligente, je veux dire. Si on voulait enlever un cliché. Toi qui as été Mister Martinique, tu connais bien le milieu en du plus, mannequinat. Bon, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 1840, à l'époque où voilà. Non, mais je veux dire, voilà, il y a ce cliché qui reste encore dans l'esprit de certains. Oui, c'est peut-être générationnel d'ailleurs. Oui, de la petite nana qui est toute mignonne, un peu niaisote, qui fait Miss machin, Miss Monde, Miss Beauté, etc. Et encore, il y a toujours ce cliché-là parce que même moi, petite, je me disais, je me verrais pas faire mannequin, etc. Parce que souvent, on nous a collé l'image de les mannequins, elles ont rien dans la tête, complètement débiles, etc. Et en fait, quand on rentre dans ce monde-là, on s'aperçoit que oui, il y a certaines personnes qui sont là en mode que pour l'image, le corps, etc. et tout. Et puis des fois, c'est plus poussé que ça. Donc c'est intéressant à observer vraiment de l'intérieur. Surtout quand on voit ce qui se passe en France et dans le monde concernant la relation homme-femme, on a de quoi s'inquiéter quand on voit une jeune fille de 18 ans ou de 17 ans, parce que tu as commencé à 17 ans, s'en aller pour être mannequin. Il y a de quoi faire un petit peu. Enfin, je sais pas, je crois que tu as des filles aussi, Sébastien. Moi, j'ai des filles. Si elle te dit, papa, à 17 ans, je veux être mannequin, qu'est-ce que tu fais? Non, mais mes filles, elles sont amoureuses de leur père. Ah bon n'y a aucun problème. Et puis de toute façon, elles sont encore beaucoup trop petites le jour où. Non, mais être mannequin, c'est pas une fatalité, je veux dire. C'est vrai. C'est pas par dépit qu'on devient mannequin. Non, mais c'est ça. Non, mais après, moi je rejoins ce qu'elle dit quelque part.
Tu as être mannequin, c'est vendre une certaine image, et on est de plus en plus dans une économie de l'image. Donc c'est vrai pour tout le showbiz, c'est vrai pour le mannequinat, c'est vrai pour la chanson, c'est vrai pour... Tu sais, on a beaucoup... j'ai découvert, moi, du fait que dans l'hôtellerie, j'ai accueilli pas mal de stars de la chanson ou autre, et tu te rends compte que l'image que certains rappeurs ont de bad boy... qui sortent de prison, en fait, pas du tout. C'est des businessmen avertis. Avertis, bien sûr. Et bon, alors, je connais pas bien le milieu du mannequinat, mais c'est exactement pareil. Les grandes femmes et hommes, d'ailleurs, mannequins, sont avant tout des gens qui savent gérer leur image. Exactement. C'est ce que gérer leur communication et tout ce genre de choses. Et ça... il suffit plus d'être belle pour savoir le faire. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a tous les mannequins, il y a tous les gens qui se disent mannequins, et il y a Carla. Donc c'est ça la différence. Voilà. Mais non, Carla, justement, qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, tu as pris la décision? Alors bon, d'abord, je suppose que tu te regardais dans une glace, c'est la base. Mais je veux dire, non, voilà. Mais qu'est-ce qui a fait d'abord, merci aux parents qui ont dit oui, sûrement. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Donc dans ton esprit, c'était quoi l'idée? Honnêtement, c'était pas ma première idée, dans le sens où je me disais pas j'aimerais faire mannequin absolument, etc. Même ma mère m'a souvent dit depuis que j'ai 14-15 ans, fais mannequin, t'as la taille, etc. Et en fait, un jour, je vais voir mon médecin scolaire pour un truc banal, et elle me dit mon fils a fait ce concours-là, il l'a gagné et tout, t'as toutes les mensurations qu'il faut, essaye. Pour déconner, sur le truc, je me dis bon, j'envoie mon dossier. Au départ, c'est un jeu. Exact. Sur la présélection, j'envoie mon dossier et tout. 2 jours après, je reçois un message oui, vous êtes attendu à Marseille pour le casting, telle heure, machin, c'est cela. Je me dis ok. Je vais au casting, je me présente, je sympathise avec le photographe. C'est marrant parce que moi j'ai répondu le même truc, mais ils m'ont jamais répondu. C'est pas comme ça, hein, mais bon. Vas-y, Carla. Il y avait des problèmes de réseau. C'était hors concours, ouais. Je sympathise avec le photographe, et avant même la fin du casting, le photographe me regarde, il me fait bon, on se voit à la demi-finale. Sûrement, je suis en mode waouh, ok, d'accord. Du coup, il était dans le jury de sélection de maman, je suppose, casting. Là, hein. Oui, c'est sûr. Ah ouais. Pardon, vas-y, Carla. Non, pas de souci. Et ensuite, donc ça, c'était en septembre de ma terminale. Et janvier, en fait, il y a eu la demi-finale qui a eu lieu à Bruxelles. Et on était, à ce moment-là, je crois qu'on était 400, il me semble, toutes catégories confondues. Donc nous, les femmes mannequins, on était 100. Et après, du coup, on a eu les résultats pas mal de temps après, je crois 2 mois après, il me semble. Et en fait, on reçoit le mail qui nous dit vous êtes en finale à tel endroit. Donc c'était à Monaco. Cette année-là. Incroyable. Quoi. Cette année, je crois qu'ils font à Paris. Et en fait, du coup, on doit trouver des sponsors, etc. Parce qu'on passe 4 jours dans l'hôtel. On a passé 4 jours dans un hôtel de Monte-Carlo. Ouais, le Monaco Bay. Ouais, c'est ça, celui Monte-Carlo de Marcel Ravin, qu'on salue, qui a fait un essai Porsche avec nous, d'ailleurs. Ouais. Et c'est à ce moment-là où, quand tu passes 4 jours dans cet univers-là, que tu te rends compte ce que c'est. Le fait de se lever. Alors, entre 4 jeux, je te coupe volontairement. Là, entre 4 jeux, on se regarde bien tous les deux là. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les mecs? Parce que bon, on imagine bien qu'un mannequin, belle comme elle est en plus, jeune, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, avec toute l'actualité une fois de plus qu'on a en France, est-ce que tu as eu des soucis de ce côté-là? Autant être honnête ce soir, on joue cette carte-là. Ouais, le seul truc que je dirais, c'est qu'il y a pas mal de mecs mannequins du coup qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont beaux déjà. Non, oui, alors oui, certes, ils sont très très beaux, etc. Forcément, en étant mannequin, voilà. Mais justement, ils se surestiment et ils pensent que justement, ils ont plus de chances de tout battre, de tout gagner avec n'importe qui. Et je pense que pour faire du mannequinat, faire un concours, etc., qui est d'une telle envergure, il faut avoir la tête sur les épaules et surtout le mental pour se dire ok, certes, je suis mannequin, mais ça fait pas de moi la meilleure personne qui existe sur Terre. Et les mecs ont eu beaucoup de mal avec ça. Ils sont franchement pris des portes. Parce que le jour de la finale, du coup, juste avant qu'on monte sur scène, etc., donc il y a les mannequins de quelques années précédentes qui sont venus, qui avaient gagné, et qui, en fait, ont fait une piqûre de rappel à tout le monde. Parce qu'il y avait une fille, donc nous, dans la catégorie du coup des filles, il y avait une fille qui... Pareil, elle se surestimait de fou, etc. Ça arrive. Il y a une fille qui est arrivée, qui lui a dit, la gagnante de quelques années auparavant, qui lui dit alors toi, la pétasse, on va se calmer, d'accord? Donc tu marches comme ça si tu veux, mais tu ferais mieux de se descendre. Elle a passé la soirée à l'appeler comme ça, ça l'a bien calmé la fille. Voilà. Bon, je voyais ça sur un autre plan, mais peu importe. Mais t'as pas eu de peur Alors, parce que tu sais, on a des histoires aussi, Carla, de jeunes mannequins qui sont partis dans des trips à Paris ou ailleurs, d'ailleurs. Dans ce cadre-là, non, j'ai eu aucun souci. T'as pas eu de souci? Non, absolument pas. Bon, super. Non, j'ai pas eu peur parce que je l'ai suivi. C'est-à-dire que la première sélection à Marseille, j'étais avec elle. À Bruxelles, je suis partie avec elle. Donc, j'ai regardé comment c'était structuré, organisé. Il y avait un service de sécurité. Ils avaient dans les vestiaires, il y avait des vigiles.
Et à Monaco, son papa a voulu l'emmener pour être sûr de la déposer au bon endroit et de vérifier que tout allait très bien se passer. Bien sûr. Et elle a la tête sur les épaules aussi. Oui, elle a la tête sur les épaules. Donc franchement, voilà. j'étais pas du tout angoissée, son papa non plus. Bon, bah, et il y avait toujours le service de sécurité. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, cadre énormément. Alors, tu vis en Martinique, bien sûr. Oui. Donc, tu as une vie d'une nana de 18 ans, 19 ans, quoi, en Martinique. Ouais. Donc, tu sors, tu bouges, etc. T'es bien, t'es heureuse. Oui, non, tout va bien franchement, oui. La prépa, c'est très lourd. Je pense que tous les élèves de prépa qui essayent un minimum de se donner pour diront la même chose. Après, il faut réussir à manager la vie sociale, etc. Parce qu'il y en a qui ne le font plus du tout. Moi, je suis quelqu'un de très, très jovial, très social, etc. Donc, me renfermer pour la prépa, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, voilà. à 30 ans, tu te vois quoi? À 30 ans, tu te vois où? Comment? Quoi? Avec qui Allez, Eric, avec qui? Avec ma mère. Non, je Ah oui, avec ta mère. On a vu que c'était très fusionnel. On a vu que c'était très fusionnel avec maman, de toute façon, c'est sûr. Oui, très fusionnel. Oui, forcément. C'est pour ça que vous êtes là toutes les deux, parce qu'on s'est rencontrés un petit peu en amont et j'ai bien vu que vous étiez toutes les deux très fusionnelles. Franchement, non, mais vraiment, là, à 30 ans, tu te vois dans quel... Je sais pas, mais à l'étranger, je pense. À l'étranger, d'accord. Ouais. Tiens, c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, des jeunes qui me disent... J'ai été habituée au voyage avec ma mère depuis petite. Oui. C'est une passion chez elle et c'en est devenu une chez moi. Eh bien, merci Carla d'être venue en tout cas. J'espère Avec plaisir, que. merci à vous. Alors tu continues quand même le mannequinat sur la Martinique. Donc tu fais encore des petites opérations, c'est ça? Après le mannequinat. Gagner un peu d'argent peut-être, non? Ça te permet non, bien d'avoir sûr un peu de... aussi, voilà, oui, non, forcément bah, en tant qu'étudiante c'est cool. Mais le mannequinat en Martinique est assez restreint parce que même une marque de maillot, etc. Souvent c'est les créatrices qui vont elles-mêmes poser, etc. Mais oui, j'essaye de continuer. J'ai fait un shooting pour une marque de maillot qui s'appelle le Bikini Bottom il y a pas longtemps, etc. Génial. Donc voilà. Mais trouver du taf en tant que mannequin, c'est assez compliqué si on n'a pas de visibilité sur les réseaux. Oui, j'en ai un petit peu, donc ça va. Ouais. Mais sinon, c'est galère. Bon, eh bien, on te souhaite tout le courage possible pour pouvoir aller dans ce sens-là. On peut te donner ton numéro de téléphone déjà. Comment on fait pour te contacter? Alors, il y a le site déjà. On peut donner le site peut-être. Le site, c'est carole-hero.fr, tout simplement. On retrouvera ça sur GT Mag demain, donc, oui. ou même ce soir si vous écoutez. Et puis, le numéro de téléphone 06 96 86 36 65. D'accord, ok, très bien. Sébastien, on ne donne pas le numéro du Bacois. Tout le monde connaît le Bacois. Non, on peut peut-être la plaque d'immatriculation de la mairie, si tu veux. Ouais, je sais pas si ça servira à grand chose. Dans l'hôtel Bacois. Après, on me trouve aussi sur les réseaux sociaux. Il y a le site internet de Zilia pour éventuellement certains professionnels du tourisme qui seraient intéressés par nos actions, ce qu'on fait, les stats, le lobbying et tout ce genre de choses. Donc tout est possible. Voilà. Des nouveautés autrement au Bacois, non, pas? Il y a des choses qui arrivent ou qui sont déjà installées? Il y a énormément de choses, mais on a énormément travaillé sur le thème qui nous concerne aujourd'hui, de savoir l'écologie, puisque toute l'année dernière, on a mis en place un certain nombre d'actions pour pouvoir décrocher le premier écolabel européen de la Martinique ici avec le Bacois. Et puis finalement, on travaille sur beaucoup de projets en même temps, mais il faudrait une autre émission pour en parler. Super. Lucas? Le site de l'Aver Martinique, oui. avermartinique.fr. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur ce site-là. Il y a pas mal d'informations, il y a le numéro pour nous joindre et le mail également. Une action là dans les jours qui viennent Pas d'action prévue dans le jour qui vient. D'action sur le terrain, je veux dire. Sur le terrain, véritablement, non. Donc, mais bon, tu continues à travailler dans l'accompagnement. D'accord. Eh bien, vous étiez avec l'émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h. Merci à Lucas Niedu qui vient de s'exprimer. Merci à Sébastien Gins, donc directeur du Bacois. Merci à Carole Hérault et sa fille Carla. Merci d'être venus toutes les deux. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Et puis tu reviendras de temps en temps dans l'émission si tu es d'accord. Dès qu'on aura des soucis de phobie ou autre d'ailleurs. Dès qu'il faudra l'intervention d'une thérapeute, on t'appellera avec plaisir. Merci à Éric Rouget. Merci à toi. Notre militaire de carrière tant aimé. Chanteur. On peut le dire quand même. Mais si, on peut le dire. Tu les mets sur les réseaux, tes chansons. On essaie. Voilà, donc il fait du karaoké. Il chante très bien. Mais c'est franchement, si vous avez des soirées mariage, si vous avez des concerts à organiser, tiens, Sébastien, si tu as un concert à organiser, prends Éric Rouget. Il peut aller dans tous les domaines français et anglais. J'ai vu ça. Espagnol même l'autre jour. Et je te jure que tu as 800 personnes qui sont là. Que des filles comme Carla, belle, jolie, etc., etc. Tellement il est beau, tellement il est fort. Mon Éric Rouget. Je tiens à dire que tous les ans, on organise au Bacois énormément de festivités, d'animations estivales. Et effectivement, l'année dernière, on était beaucoup sur le karaoké tous les vendredis. Regarde. Là, cette année, on travaille. Je prends 30% sur le cachet, par contre.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais faut qu'il passe au bassinet quand même. Attends, en champagne. C'est en champagne, bien sûr. On parle de rien, à boire avec modération. On parle pas d'argent, on parle que de champagne. On parle que de champagne, mais on boit avec modération, forcément. Donc, bien, merci à Eric Rouget, je l'ai dit donc, et merci à Fabrice Valquin qui n'est pas dans cette émission-là, mais qui sera dans la prochaine émission. C'est le commercial de GT Mag, mais qui en plus va devenir chroniqueur. Merci à la Terrasse SWI de nous avoir reçus ce soir. Merci à API Martinique, Speedy, et à vendredi prochain 18h sur gtmag.fr et sur Pare-Choc, l'émission Facebook, ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur Instagram, et partout ailleurs. On a à peu près 100 000 abonnés sur toutes les îles qui reçoivent l'émission. Donc voilà. Eh ben, merci à vous. Merci. Excellente soirée, bon week-end. Et on se retrouve nous vendredi prochain. Merci encore. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Pare-Choc, comme tous les vendredis soirs à 18h, consacrée